La Fédération de France, elle a été créée en octobre 1947. La Fédération de France va interdire à ses cadres de manifester. Ceux qui ont des responsabilités importantes n'ont pas le droit de manifester. Elle l'appelait à l'époque Fédération de France du PPA MTLD. Tout ça pour préserver en fait la structure et l'organisation. Le 17 octobre 61, même si c'est un événement important dont il faut parler, dont il faut évoquer et sur lequel il faut continuer de travailler, ça ne doit pas éclipser tout le travail de la Fédération de France. C'est une fédération aussi qui suit justement la fédération en Algérie. La Fédération de France repose sur des cadres. La Fédération de France a soutenu le GPA. C'est une organisation très très importante qui, au-delà de son rôle dans la révolution algérienne, a aussi tout un héritage politique. Il a dit en France, les migrants, il faut leur donner. C'est une fédération aussi qui suit justement la fédération en Algérie. L'arrestation de ces cadres signifierait en fait une désorganisation totale de sa structure et donc de son organisation. Préserver à tout prix la Fédération de France parce qu'elle a un rôle au-delà de l'organisation, de l'encadrement des Algériens en France. Son rôle est un rôle important, un rôle financier. C'est la Fédération de France qui va financer plus de 80% du budget du GPRA. Et donc si ces cadres à Paris sont arrêtés, c'est une catastrophe en termes d'organisation. Vous savez, on parle toujours du 17 octobre 61, mais moi je parle de toute l'année 61, parce que il faut se rendre compte que l'année 1961, c'est une année qui est vraiment atroce à Paris, en particulier dans la région parisienne, pour les Algériens. Nous avons à ce moment-là Papon, qui est préfet de police à Paris. Et Papon a été avant IGAM à Constantine. Papon a dans l'idée d'arrêter tout suspect, d'arrêter tout Algérien, pensant que en torturant, on va arriver à avoir des renseignements sur les chefs et autres, et que c'est ainsi qu'il envisage de conduire la guerre d'Algérie. Il veut imiter ce qui a été fait, au fond, pendant la bataille d'Alger. Si on parle, par exemple, de la manifestation du 17 octobre, bien avant, et je situe toute l'année 60 déjà, où il y a eu de la répression, des arrestations, des tortures, parce qu'on emmenait, la police emmenait des personnes du bidonville jusqu'au commissariat de Puteaux. Et là, effectivement, dans le commissariat de Puteaux, il y avait des caves et on torturait, on commençait à torturer. Monsieur Papon, après avoir, comme je vous l'ai dit, autorisé sa police à faire des dépassements extraordinaires, a estimé bloquer la fédération, la réduire à néant en l'empêchant de fonctionner. Et il prend le 5 octobre 1961 un arrêté par lequel il déclare qu'il invite, entre guillemets, alors que c'était un ordre, les Algériens, à l'époque on ne disait pas Algériens, puisque le mot algérien brûlait les lèvres,
les Nord-Africains ou les Français musulmans vivant dans le département de la Seine. Ils sont invités à ne pas sortir à partir du 6 octobre de 20h30 jusqu'à 5h30 du matin. En prenant cette espèce de couvre-feu spécial destiné uniquement aux Algériens, il savait très bien qu'il allait bloquer le FLN. Parce que le FLN, les 99% des militants du FLN sont des ouvriers qui ne sont libres qu'après le travail. Si vous les empêchez de sortir, bientôt, vous empêchez les cotisations, vous empêchez la distribution des tracts, des communiqués, etc. Donc, vous allez étouffer le FLN. Régulièrement, tous les mois, les rapports arrivant au comité fédéral, le comité fédéral se réunit, étudie ces rapports et prend les mesures qu'il faut prendre en fonction de ces rapports. Donc, il n'y a pas une personne qui est venue dire « attention, il faut mettre un terme au couvre-feu ». Non, c'est les rapports de tout ce qui est où il y a une et où il y a deux, c'est-à-dire Paris intramuros et Paris périphérie. Donc, c'est dans ces rapports-là qu'il était demandé au comité fédéral de prendre une mesure pour mettre un terme à ce couvre-feu. Dans les semaines qui précèdent le 17 octobre, il y a eu une répression accrue de la police auxiliaire contre l'immigration dans certains quartiers de Paris, le 18e arrondissement, le 13e arrondissement, et aussi contre les régions où il y avait des bidonvilles comme à Nanterre, une répression très violente. On a reçu la directive détaillée en 3 phases, le 17. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le 18 et le 19. Voilà, c'est des phases. Donc le 17, c'est bien clair, il faut sortir à partir de 20h, c'est le contraire du couvre-feu. À partir de 20h, il faut sortir tout le monde, hommes, femmes, enfants, même les poussettes, même personne ne doit rester chez lui. En particulier dans les banlieues, il faut aller dans les grandes artères de Paris. C'est-à-dire montrer un peuple décidé, déterminé, pacifique. Ce n'était pas des gens qui descendent dans la rue pour faire la casse, faire n'importe quoi, non. C'était une manifestation pacifique. On a fait fouiller les gens dans les hôtels avant de partir. Même pas un canif. Parce que ce serait un prétexte, on dit voilà, ils sont descendus avec des haches, avec des manches de pioche, avec... Non, rien de tout ça. La direction de la Fédération de France et la direction du FLN et du GPRA ne voulaient pas, parce qu'on était dans une phase de négociation et il n'était pas question de compliquer les choses par une relance de la guerre en France. تبعنا القانون تاعنا احنا يعني اللي عطاونا مشينا هكذاك. الناس راحت معنا نقولوا كاينين اللي كانوا طاكسي وراحوا الباري، كاينين معنا نقولوا اللي هزوا الطوبيس، اما لا هما ما على بالهم الخبر مشى ليهم، هما كلش سقدوه لنا قدامنا. اللي راحوا في المترو في الباب تاع المترو يجيو خارجين اطلع في الكار تاع البوليس، اللي في الطاكسيات منين يهبط من الطاكسي يطلع في الكار تاع البوليس. هنا معنا نقولوا القوة تاعنا احنا معنا نقولوا يعني هي القوة تاعنا منا هذه نقولوا من بونطواز ورجانطاي ورواح منا هذه كله منا احنا منا نقولوا من جانفيلي ونيار وكولومب ونانطير هذا وكل تروح منا معنا نقولوا لا على ديفانس. وهذاك اللي تجي معنا نقولوا من الرواي وغير ذلك كل تعقب على البوند النووي. ثم هما وين يرصدوا لنا بالحركيه Toutes les provocations sont venues de la police. Et malgré ça, les Algériens n'ont pas riposté.
Ils étaient parce qu'on les a bien mis. C'est-à-dire qu'on voulait que cette manifestation soit l'image de l'organisation FLN. Quand on dit manifestation, ça suppose la casse, l'ayat, mais marche pacifique. Belli, on est contre le couvre-feu. Il y a le couvre-feu raciste qui nous a été imposé. Si nous étions français, pourquoi qu'on n'a pas le droit de sortir la nuit? On doit pas on a le droit d'y aller au restaurant, d'y aller au cinéma, de sortir comme tout le monde. Alors si vous vous enfermez dans un ghetto, ça veut dire ça devient un camp, Paris, là où vous habitez les Algériens, personne n'a le droit de sortir. Dans la journée, on travaille chez eux, dans leurs usines, dans leur économie, on l'a fait fructifier. Mais la nuit, ما تخرج. On nous a dit de sortir manifester pacifiquement parce qu'il y avait le couvre-feu. Et comme il y avait le couvre-feu, on n'avait pas le droit de sortir après 20 heures. Alors c'était pas possible pour certaines personnes de être chez soi à 20 heures lorsque vous travaillez plus tard et vous quittez votre travail plus tard. Alors ils ont décidé qu'on fasse une manifestation pacifique. Et c'est pour ça qu'ils nous ont dit vous pouviez emmener les enfants. Il n'y a aucun risque, vous emmenez les enfants, ils peuvent aller avec vous. Donc vous manifestez comme ça et vous venez. Et le mot d'ordre, il a été donné partout, dans tous les quartiers. Moi, à l'époque, j'avais mon bureau, une société rue de Miroménil, là-bas, pas loin du ministère de l'Intérieur et de la Présidence. Et je savais que l'une des manifestations allait venir sur le boulevard et qu'on allait se retrouver nécessairement devant le cinéma Rex, qui, de toute manière, et traditionnellement, faisait partie des lieux de manifestation. J'ai quitté le bureau, je ne suis plus vers 6h15, 6h20. Temps de prendre le métro. J'arrive au métro Richelieu-Drouot, pour ceux qui connaissent le métro de Paris. Je me suis dit, je vais descendre là, je vais faire le reste à pied. Mais il y avait tellement déjà de monde sur les quais, dans les couloirs, que j'ai dit, je vais plus loin. Je descends en fait, de l'autre côté du cinéma Rex. Je rentre dans la manifestation, il y avait déjà des accrochages avec la police, les CRS, ça cognait un peu partout. Et on commençait, j'ai entendu d'ailleurs des coups de feu, mais sur le coup j'ai pensé qu'ils tiraient peut-être à blanc pour faire peur. Et je m'étais dit de toute manière, il y avait le journal de l'Humanité qui était dans l'immeuble en face du cinéma Rex, au premier étage. Et je les voyais qui prenaient des photos. Et je me suis dit, bon, de toute manière, ils vont peut-être pas taper trop fort parce qu'il va y avoir des journalistes qui ont pris des photos qui vont les publier. Ça s'est publié que plus tard. الذي حصل هو يعني الصدف كيف تكون يعني أحيانا تكون جميلة وتكون لفائدة في اتجاه التاريخ. أنه واحد المصور فرنسي اسمه إلي كاغون، هو من مواليد سنة 1928 وفارق الحياة في سنة 1999. كان حاضرا ليلتها في باريس، كان هاويا يهوى التقاط الصورة، وشاءت الصدف أن كل الصور التي يعني نحتفظ بها اليوم عما جرى أو أكثرها على الأقل، حتى لا نجزم، أو أكثرها التي نحتفظ بها عما جرى في 17 أكتوبر 61 هي لهذا المصور المسمى بإلي كاغون. إلي كاغون تحتفظ بصوره في مكتبة متميزة في باريس، وتحديدا هي اليوم في قلب جامعة نانتير، في مكتبة تسمى BDIC، مكتبة التوثيق المعاصر للتاريخ. والتقط صور فريدة من نوعها. لماذا؟ لأنها كانت تعبر عن وحشية
القمع الاستعماري في بلد يتغنى بشعارات الديمقراطية في قمع المظاهرات السلمية. Il se trouve qu'au moment des événements de 17 octobre 61, j'étais dans mon bureau et le lendemain arrive dans mon bureau un certain Elie Kagan, qui était un photographe et qui passait ce jour-là par hasard sur les grands boulevards et qui a vu des milliers et des milliers d'Algériens qui défilaient pacifiquement pour réclamer plus de liberté. Vous savez que le préfet Papon avait à l'époque interdit aux Algériens de sortir après 20 heures. Ils venaient de Nanterre, ils venaient des banlieues, ils venaient de Paris aussi. Et les CRS et la police, sur l'ordre du préfet de police Maurice Papon, matraquaient. Et Kagan a pris des photos et est venu me voir personnellement en me disant, tu sais, voilà je le connaissais puisque je l'utilisais, voilà les photos que j'ai pu prendre, il n'y a pas beaucoup de journaux qui veulent les prendre, ils ont peur d'être saisis, et puis comme c'est encore la guerre d'Algérie, ils ne savent pas très bien comment les choses vont se passer, quelle va être la réaction de la population française. Je dirais que du boulevard Saint-Michel à Neuilly, tout le long de la Seine, c'était un matraquage, disons, général. Alors vous connaissez, c'est pas moi qui dirais le nombre de morts, on a mis beaucoup de temps à savoir combien il y en avait réellement, puisque le gouvernement minimisait, que de l'autre côté on donnait des chiffres qui apparaissaient quand même assez astronomiques. On sait quand même qu'il y a eu des centaines de morts et des centaines d'Algériens précipités dans la Seine. C'est un crime d'État qui n'a été reconnu que beaucoup plus tard, comme vous le savez, même je dirais récemment, et je m'honore d'avoir été un des journaux, peut-être le premier journal, à avoir donné des informations et publié les photos d'Elie Kagan. Et Elie Kagan est devenu par la suite un ami, et j'étais moi-même à ses obsèques, et à ses obsèques où je me suis retrouvé d'ailleurs avec le rédacteur en chef du Monde de l'époque, Edoui Plenel, et c'est moi qui ai prononcé l'hommage funèbre d'Elie Kagan, et j'ai rappelé que ce fils de gens qui avait été déporté à Auschwitz était celui qui avait mis en avant la manière dont avaient été traités les Algériens en cette funèbre journée du 17 octobre 61. Moi, j'ai joué du culot, un panier à salade avec un gradé à côté. Il y avait d'autres flics ou CRS à côté. Je suis allé carrément le voir, en levant les bras, en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un hold-up, il y a une émeute, quoi hein ?» Et le type, comme en me regardant, j'ai dit « Celui-là, c'est pas un Algérien. » Il me dit « Où vous allez ?» Bah, je lui ai dit « Écoutez, je rentre chez moi. » Comme si j'étais à 13 mètres de là. Il me dit « Allez, dépêchez-vous parce qu'on ramasse les bougnoules. » Évidemment, je suis passé sans que les flics me mettent dans un des paniers à salade et m'embarquent. Déjà le lendemain, on savait qu'il y avait eu des morts. Et 2-3 jours après, on commençait à savoir qu'on a repêché les gens dans la Seine. Et moi-même, on a repêché un cousin qui a été jeté dans la Seine. Quand la manifestation du 17 octobre a été décidée, il y avait déjà quelques mois que le comité fédéral avait constitué ce qu'on a appelé la section des femmes. Puisqu'ils avaient vu qu'avec déjà les femmes rouspétaient de ne pas être dans les structures. On n'était ni dans les cellules, ni on n'était responsable, ni rien du tout, et on faisait le boulot. On a dit Walech. Ils ont discuté et puis ils ont dit oui, effectivement, il faut qu'on structure les femmes. On va les structurer dans une structure autonome. Et j'ai été désignée comme responsable de cette structure, ce qui s'appelait la section des femmes. Au début, elle s'est constituée avec le noyau des permanentes, comme je dis, les femmes de l'ombre.
Et puis, elles avaient des directives spéciales. Enfin, il y a tout un travail qui a été fait. On a fait un programme en direction de cette structure des femmes, de cette section des femmes. Il y avait des responsables et elles devaient faire le travail comme l'organisation s'est faite au début, c'est-à-dire organiser au début des groupes et ensuite en vue de les structurer après comme à l'image des hommes. La deuxième phase, le lendemain, le 18, c'était les commerçants. Le 19, c'était les femmes. Les femmes qui doivent sortir cette fois-ci dans toute la France. Toutes les militantes et les femmes doivent sortir, y aller. Parce que l'organisation, quand on a reçu ces instructions, nos responsables, ils ont prévu des arrestations, des massacres. Pas de celle de l'ampleur qu'on a vécue. Hein. On a pensé aux morts, quelques-uns, une dizaine, etc. Mais pas à l'ampleur que nous avons connue jusqu'à présent. Donc le troisième, dont toutes les femmes, au niveau de la France complète, ils doivent se présenter devant les commissariats, devant les prisons, devant les casernes, avec des slogans « Libérez nos époux, libérez nos frères, libérez », c'est pour ils savent qu'il y aura beaucoup d'arrestations. Mais quand il y a eu le 17 octobre, j'ai eu à répercuter la directive de la manifestation en direction des femmes qui étaient des militantes qui étaient déjà responsables de groupes de femmes pour qu'elles fassent, pour qu'elles organisent, pour qu'elles disent à ces femmes, elles les informent et qu'elles les organisent et qu'elles leur expliquent comment il fallait participer d'abord au 17 octobre et ensuite pour le 20 octobre. Le 20 octobre, c'est la section des femmes qui a animé. Mais bien sûr, tout ça a été contrôlé et dirigé par le comité fédéral. C'est pas moi, j'étais pas chef, hein. J'étais responsable, un lien entre le comité fédéral et les femmes qui militaient déjà. Donc, et celles qui militaient déjà ne participaient pas, ne devaient pas participer aux manifestations, toujours le même principe, protéger l'organisation. Dans le choix de l'organisation de la manifestation, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une organisation révolutionnaire clandestine et que la Fédération de France repose sur des cadres. Et sa grande difficulté, c'est de former des cadres puisque la durée de vie entre guillemets d'un cadre est de quelques mois puisqu'ils sont très vite arrêtés. La Fédération de France va interdire à ces cadres de manifester. Ceux qui ont des responsabilités importantes n'ont pas le droit de manifester. Les militants vont manifester. Tout ça pour préserver en fait la structure et l'organisation. Quand on veut faire une manifestation globale, une manifestation générale, une manifestation qui frappe l'opinion, il ne faut pas qu'en contrepartie, on risque de perdre toute la structure. Là, ce serait un échec. Il faut éviter de... Parce que si votre structure disparaît, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Là, donc avec les ordres qui ont été donnés, bien sûr, on s'attendait à des arrestations, mais on savait parfaitement que la structure n'allait pas être détruite. La directive qui est venue, premièrement, les responsables permanents ne doivent pas faire partie de la manifestation. Les permanents, je dis bien permanents, ceux qui travaillent que pour l'organisation. Ils ne travaillent pas dans les usines, ça veut dire les permanents, on touche une permanence. Le chef de région, il y a même des chefs de secteur, super secteur permanents, quelques-uns, mais les chefs de région, les chefs de zone, des super zones, des wilaya ne doivent pas participer aux manifestations. Ils doivent rester chez eux et surveiller à partir de chez eux par le biais des Français du réseau Lançon, avec lesquels nous étions en contact. C'est eux qui nous ont rapporté des informations de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe, chacun dans son quartier. Il y a eu un encouragement de la répression dans le sens où il y a eu aussi des faux messages qui ont été diffusés sur les postes de radio de la police, disant qu'on avait vu des manifestants armés, ce qui est faux, les manifestants n'étaient pas armés, mais en diffusant ce genre de faux messages, on encourage encore plus les policiers à en découdre.
La haine, on la rencontrait beaucoup plus à l'état brut, je dirais, dans les forces de police. Il y a eu en octobre 61 une volonté de vengeance à l'égard de toute une population. Toute une population repérée en fonction de l'apparence physique, en fonction de l'idée que les policiers se faisaient de l'Algérien. Ce qui fait, je vous le rappelle, qu'il y a eu de nombreux Marocains qui ont été aussi victimes, des Tunisiens et d'autres. Ces crimes ont été commis en fonction de l'apparence physique des gens. Et ces crimes ont été commis avec, à mon sens, comme moteur la haine raciale. Ces messieurs-là ils étaient prêts à sacrifier toute la France pour que l'Algérie reste française. Ils n'avaient pas encore compris la phrase de De Gaulle, on a assez avec la marine à voile. Hein? Ils ne savaient pas, pour eux, l'Algérie est française, hein? Du moins pour eux, la terre est française. Et les Algériens ne le sont pas. Le préfet avait la possibilité d'interner tout suspect. Vous savez, le mot suspect, c'est vraiment très large. Et ils ont osé interner ces hommes dans les lieux où ils ont été torturés. À Paris, l'Algérien devient vraiment le visage du FLN, et pour ceux qui sont partisans de l'Algérie française, c'est intolérable. Leur présence gêne. Et donc, ces hommes qui sont en France pour travailler sont vraiment victimes d'une violence, d'une brutalisation. Le 10 septembre, vers 21h, il rentrait chez lui. Il habitait Nanterre. Il est arrêté par un quart de... Je fus arrêté par un quart de police secours. Les 5 policiers qui étaient dans le car ne me demandaient rien, mais me firent monter dans le car. Ils me fouillèrent, mais ne trouvaient rien. Les policiers firent une ronde à Nanterre et à la Garenne. Ils me disaient, n'aie pas peur, on ne te fera rien. On va t'emmener au commissariat. On me fit descendre. Puis un policier me dit, combien payes-tu au FLN? Je dis 3500 francs, comme tout le monde. À ces mots, je reçus un terrible coup de crosse derrière l'oreille droite. Les policiers s'acharnèrent ensuite sur moi, jusqu'à que je tombe par terre. Je savais alors que j'allais mourir noyé. Ils me prirent par les pieds et par les mains, et l'on me lança. Je tombai sur une pierre et rebondis dans l'eau. Mais l'eau froide me rendit quelques forces, et j'essayais de nager. Et il a fini par arriver dans notre cabinet d'avocat, où il nous a raconté toute son histoire. On l'a porté plainte, on lui a fait porter plainte, évidemment, il fallait du courage, vous savez, pour ces hommes. On lui a fait porter plainte au procureur de la République, et puis on lui a fait porter plainte, il a également porté plainte en assassinat, en complicité d'assassinat contre Maurice Papon, préfet de police. Avant d'arriver sur Nanterre, on a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de gens qui n'étaient pas bien, si vous aimez mieux. Ça a tellement été choquant pour les premiers. Les premiers, quand ils ont vu les gens tirer, les gens les jeter dans la Seine, pour eux c'était choquant. Hein. Nous, on a eu cette chance de ne pas être comme ça dans les débuts. Mais enfin, quand on pense aux gens qui ont été jetés comme ça à la Seine, vivants, vous vous rendez compte, monsieur, vivants? Et après, ils ont dit, il y a 1 ou 2 personnes, c'est tout ce qu'ils ont dit, 1 ou 2 personnes lorsqu'ils ont dit, vous savez, quand on fait des recherches, hein, ils ont trouvé plus de 200 ou 300 personnes. Et malheureusement, on a connu des gens qui étaient du quartier qu'on n'a jamais revus, de ce jour-là, on ne les a jamais revus. J'étais militante et évidemment à Marseille, c'était très particulier
parce que l'OAS était très important, c'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui soutenaient l'OAS à Marseille, il faut bien le dire, et il y avait beaucoup d'attentats de l'OAS à Marseille contre des militants, et c'était assez difficile de faire des manifestations de toute façon comme à Paris. Mais j'en ai entendu parler à l'époque, probablement par les jeunesses communistes, puisque moi j'étais adhérente des jeunesses communistes. On a dit qu'il s'était passé quelque chose le 17 octobre à Paris. Vous savez que la presse a été interdite. Enfin, il y a eu rien n'est paru dans la presse. La seule chose qui était publique, un petit peu publique, on va dire, c'est un tract anonyme de policiers syndicalistes de la CGT qui ont écrit dans la nuit, ils ont écrit un tract qui a été diffusé anonymement, alors je ne sais pas à combien de gens, mais qui faisait état, c'est les premiers qui ont fait état de morts en nombre important, puisque la version officielle le lendemain des événements, c'était des arrestations, et encore pas le chiffre, parce qu'en réalité il y a eu plus de 10 000 arrestations. C'est des arrestations, des blessés peut-être, et ensuite 2 morts. La déclaration du groupe de policiers républicains, ils ont dit qu'on a jeté à la Seine Hadi Maroufa, dans tous les ponts d'ailleurs, jeté comme ça, comme des ballons, et en même temps on a même brûlé vif avec l'essence, à Saint-Denis par exemple, avec de l'essence. Ils ont attaché des Algériens, les mains et les pieds bien sûr, ils lui mettaient de l'essence, tant qu'il bouge, il crie, on lui ajoute de l'essence et jusqu'au il n'y a pas de souffle. Qui monte et dans un sac, c'est les policiers français qui l'ont dit. Hein. On a pendu des Algériens dans les bois de Boulogne et les bois de Vincennes et les bois de Meudon. On les a pendus avec les fils de fer. La préfecture de la Seine, par exemple, où Papon il était, c'est la nuit du 17 octobre. Il y a eu quand même 150. Ça a été dit même par les policiers, ça a été rapporté même par des historiens français. Jean-Luc Cunaudi avec des détails. Et ben la cour de la préfecture, la nuit, il y a eu 100 et quelques jetés dans la nuit. Ils les ont tués au sein de la préfecture, ils les ont jetés à la Seine parce que la préfecture de la Seine, elle est à côté. Ça veut dire attenante à la Seine. Donc, nous avons estimé que le nombre de morts est de minimum 200 morts jetés dans la Seine ou tués sur place. Peut-être 400. Certains pensent à 400. Pourquoi nous disons minimum 200 ? Parce que, comme je vous le disais à l'instant, avec les arrestations, le lendemain ou surlendemain, un grand nombre de personnes, de militants arrêtés, ont été transférés en Algérie, soi-disant vers leur douar d'origine, alors qu'en fait, ils ont été transférés dans des camps d'internement, ici en Algérie. À partir de là, nous avons perdu leurs traces. Donc nous ne savions pas s'ils étaient vivants ou morts. Les 200 dont nous parlons sont les 200 qui résultent des rapports que nous avons reçus dans la semaine ou la quinzaine qui a suivi la manifestation. Et là, ce sont des chiffres précis venant de la part de l'organisation. C'est-à-dire lorsque quelqu'un dit « j'étais à tel endroit », un tel qui était avec moi, je l'ai vu, il a été bastonné, assommé et jeté dans la Seine. Là, on a fait ce calcul, on arrive à 200. J'ai publié une liste d'environ 400 cas, voyez-vous, dont, alors en me basant sur des archives de diverses sortes, archives du FLN, archives de la préfecture de police, archives de justice, très important, archives la presse également de l'époque, et puis des témoignages aussi. Bon. Et donc, c'est une liste d'environ 400 cas, parmi lesquels de nombreux corps non identifiés, parce qu'on a retrouvé plusieurs dizaines de corps qui jusqu'à maintenant restent inconnus, parce qu'il était
habituel de la part des policiers qui commettaient ces crimes d'enlever les papiers des personnes qui étaient ensuite soit jetées à la Seine dans des canaux ou laissées pour mortes. Hein. Voilà. Environ 400 cas pour l'ensemble de la période, dont environ 170 à partir du 17 octobre. Voyez-vous? Voilà. Mais c'est une liste qui n'est pas exhaustive. استمرار المد الثوري في الجزائر جعل السلطات الاستعمارية في باريس تنظر لنشاط ثورة التحرير ممثلة في فيدرالية الجبهة فوق التراب الفرنسي بعين من القلق. لماذا؟ لأن نقل الثورة إلى التراب الفرنسي وامتدادها أصاب كثير من الذعر، أصاب الرسميين والعسكريين في فرنسا بشيء كبير من الذعر أولا، ثم تسبب في أزمات سياسية خطيرة، ثم تسبب في أزمة مجتمع وأزمة ضمير داخل المجتمع الفرنسي، هذه من جهة. لكن من جهة ثانية الذي كان مكلف رسميا بقمع الجزائريين تحديدا، لأنه فرنسا أو باريس كانت مفتوحة إلى الكثير من الأجناس وكثير من الجنسيات التي تتمتع بالجنسية الفرنسية أو حتى التي احتفظت بجنسية الأصلية. لكن الذي حصل أنه محافظ شرطة باريس، وللمفارقة الغريبة أنه محافظ شرطة باريس كان في عمالة قسنطينة في الخمسينيات، كان يشتغل في عمالة قسنطينة، ثم عين محافظ لشرطة باريس وكلف بتسيير الملف الأمني الخاص بالتعاطي مع الفرنسيين ذي الأصول الجزائرية، وهو أمر يعكس نزعة عنصرية في الحقيقة. وبطبيعة الحال ظلت العمليات التي تقودها فيدرالية جبهة التحرير في فوق التراب الفرنسي ينظر إليها على أساس أنها عمليات موجهة لضرب استقرار وأمن الدولة الفرنسية في العمق، وبالتالي أعطيت كل يعني الأضواء الخضراء لموريس بابون كي يتعاطى مع هذا الملف، ولكن بنزعة أقل ما يقال عنها أنها كانت عنصرية. Si on a laissé Papon après ce qui s'est passé le 17 octobre, c'est qu'on voulait bien. D'ailleurs, il faut se dire, il a toujours dit trois morts pour le 17 octobre, alors que moi je fais référence à Jean-Luc Kennedy qui a dit et qui a vérifié toutes ces preuves, et je pense qu'effectivement il dit la vérité. Il y a eu au moins 300 morts le 17 octobre. Le communiqué du 5 octobre qui annonce le couvre-feu suite à un conseil interministériel convoqué par le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, qui décide donc de l'instauration de ce couvre-feu et qui a aussi, au même titre que le ministre de l'Intérieur, une responsabilité. C'était une provocation, bien entendu. Une provocation qu'il faut mettre en rapport avec, à mon avis, les négociations qui se déroulaient à Évian et qui devait aboutir aux modalités de l'indépendance de l'Algérie. Il y avait, à mon avis, dans le gouvernement de l'époque, des dissensions très vives entre, d'une part, le général de Gaulle, qui souhaitait aboutir à une paix rapide, et le Premier ministre Michel Debré, qui, lui, ne se résolvait pas à l'indépendance de l'Algérie. Il était toujours attaché à l'Algérie française telle qu'elle avait été proclamée comme but du 13 mai 58. Il en était resté là, si vous voulez. Il n'avait pas suivi le tournant du général de Gaulle.
Il existait à l'époque la force de police auxiliaire constituée de supplétifs algériens encadrés par des officiers de l'armée française agissant sous les ordres directement du préfet de police et qui ont commis de nombreux crimes durant toute cette période, qui habituellement descendaient dans les hôtels où vivaient les Algériens et se livraient là à des violences sur les Algériens qui y demeuraient. Il s'agissait en général d'hommes qui, pour des raisons diverses, voulaient se venger du FLN et qui s'en prenaient aux Algériens dans les rues, dans les hôtels. Et puis il y avait la torture pratiquée dans certains hôtels réquisitionnés par cette force de police auxiliaire, en particulier rue de la Goutte d'Or. Lorsque la police n'arrivait pas à les faire parler, on les menaçait de les remettre au centre d'entraînement des calots bleus. Et alors, on les remettait au calot bleu, c'est-à-dire au Harki de Paris, de l'équipe du capitaine Montaner. Et là, beaucoup qui ont été remis entre les mains des Harkis n'en sont pas sortis vivants. Parce que là, beaucoup sont restés certainement morts sous la torture. En tout cas, nous en connaissons quelques-uns, beaucoup d'autres, nous n'avons pas eu de précision, mais pour certains, nous savons que remis des mains de la DST aux mains des Harkis de Paris, eh bien, à partir de là, nous avons perdu leurs traces. ثم في الجران كارير 18 كان الغاشي كي يركبونا في الكار تاعهم هذيك جاو يديونا الفانسان اللوريسيان كو التليفون قالوا لهم ما كانش البلاصه كومبلي داونا البالي دي سبور كانت 2000 وشي حاجه او ديبار كانوا الحركه مع لا بوليس والحركه ولاو يضربوا بعض الناس اللي يروحوا حاشاك البيت الراحه كانت مخفيه هكا يضربوهم وينحيوا لهم اللي عنده ساعه والله عنده خاتم تاع ذهب والله ينحيوه له. الور ولات الفوضى ثم كاينه الفوضى جاو قالوا لهم واش كاين ولا نحاهم جابوا لنا العسكر اللي كانوا متكلفين بينا الداخل. الحال اللي حاركين فدان قبل اللي حاركين بوينتن ابارتير دو à partir de 59. À partir de 59, qu'ils ont pris les Idoussari حاركين غير باريو. بوينتن ضمنتن دا كيدي الجزائر. أشوف دنيا ناخسي بابون qui a ramené le capitaine Montaner pour pacifier, en commençant par la région parisienne et évidemment la banlieue. À partir de 59, à partir du second front, justement, qu'ils ont pris une décision de faire venir les Harkis. On parlait à l'époque jusqu'à 60 000 Harkis. تلقاني مرة دا قاعد يبون سياقين ضمان ميم يحركين النير لأن هو قاعد نستخدم عطاش نستخدم ديك السن يديك شمن ندوغال غير النظام ويدي يفاق النوثنين نغنتن ما إلا يو نغنت دي فالونس سي ان ليوتنون دو حركيم إلا يتوتي فالونس évidemment c'est la mer rouge parce que les Harkis comme un capitaine Montaner il était en contact avec la DST il était en contact avec la mer rouge قاعد يديروها لنا دينا تورتور اللي حركي هذا قاعد يدير تي دي اس تي ماشي لونير الا هو قاعد بوين حقا صح ولكن كثران هذا قاعد يثري دي اس تي ساكن تنا لي تورتور تنا دينا انا حركي. Moi je suis pas politique. Je sais que la répression elle n'a pas arrêté. Moi je dis pas qu'elle a été plus ou moins, mais quand il y a eu les Harkis, effectivement, parce que les Harkis ils avaient une supériorité, ils connaissaient la langue, ils allaient dans les quartiers arabes. Et puis, c'est des Harkis, c'est des traîtres. Donc, ils n'ont pas la formation de républicains français, ou ils n'ont à obéir à personne d'ailleurs.
Ils n'ont pas à obéir à la loi. Ils sont là comme c'est des sbires, c'est des hommes de main. Donc ils ont fait des dégâts épouvantables. La préfecture de police va placer sur le pont de Neuilly, donc va faire appel à la force de police auxiliaire, alors que celle-ci n'est pas du tout formée au maintien de l'ordre. Donc c'est une force qui est une force répressive, qui ne sait pas du tout gérer des manifestants. Et eux, on va les placer au pont de Neuilly et on va les armer. Donc ils ont des armes. Donc ça veut dire qu'en fait, même si d'un point de vue rhétorique, la préfecture de police va dire à ces hommes pas de violence, concrètement, en plaçant des hommes qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, en leur donnant une arme, et surtout des hommes qui ont aussi combattu depuis 60 contre le FLN, forcément, la préfecture de police s'attend à ce qu'il y ait des violences. Il a fallu attendre le 17 octobre 2012 pour que le nouveau président de la République française, François Hollande, élu quelque temps plus tôt, eh bien, fasse une très courte déclaration reconnaissant enfin les victimes algériennes du 17 octobre 61 qui manifestaient pacifiquement pour l'indépendance de l'Algérie. C'est une déclaration qui marque un changement par rapport au silence et aux dénégations antérieures. C'était un crime qui était quand même significatif de la façon dont à l'époque les choses n'étaient pas encore réglées, même si évidemment les accords d'Évian sont intervenus peu de temps après, on va dire, historiquement. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, la France n'était pas prête à accepter l'indépendance. On prenait à témoin le monde de ce que le colonialisme n'avait plus de raison d'être et devait s'arrêter. Et de ce que le FLN était seul représentant des combattants algériens, du peuple algérien. Et qu'il n'y aurait pas de négociation si elle ne portait pas sur la libération, sur la décolonisation de tout le sol algérien. Sahara compris. Le voyage de François Hollande en décembre 2012, à mon avis, a constitué une étape importante dans la reconnaissance. Ça a été un pas. Ça a été un pas parce qu'il a parlé de la période coloniale. Il a parlé de la violence constituée par la colonisation par la France de l'Algérie. Et de ce point de vue-là, il a dit des choses qu'aucun président avant lui, aucun président français avant lui n'avait dites. Mais je ne considère pas, en ce qui me concerne, que le dossier est clos et qu'il a tout dit. Parce que sur la répression de l'immigration en France, notamment le 17 octobre, sur d'autres épisodes, comme la pratique de la torture par l'armée française, comme des épisodes de répression, non seulement le 8 mai 1945, mais août 1955 dans le Constantinois, par exemple, où il y a eu aussi une répression massive, et d'autres épisodes aussi ont été marqués par des massacres de masse. Donc je crois que tout n'a pas été dit par les autorités françaises sur cette répression coloniale et sur cette guerre d'indépendance. Quand on voit maintenant que sur le pont Saint-Michel, vous avez une plaque, ici sont morts des Algériens pour la liberté, je ne me rappelle plus du terme précis, qui sont morts pour la défense de leurs droits, on n'est pas allé très loin, mais enfin, il y a quand même une reconnaissance de la justesse du combat des Algériens pour leur liberté. Et ça, c'est inscrit sur le marbre, sur plusieurs ponts de Paris. Ça, c'est le résultat aussi, il faut le dire, du 17 octobre. Et maintenant, c'est inscrit dans le marbre
c'est gravé dans le marbre et c'est pour toujours. Là, le sacrifice des Algériens de cette époque-là ne sera pas perdu, en tout cas il ne sera pas oublié, parce qu'il est là, il est inscrit pour l'éternité.